Bien, bonjour mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser de mon retard, mais j'ai reçu ce matin depuis 8h30 les procureurs généraux qui sont sous mon autorité, les 36 cours d'appel et monsieur le procureur général près la Cour de cassation ainsi que directrice et directeur de mon ministère. Voilà, je me suis permis de pouvoir faire un point avec eux sur ce que je leur demande dans les prochains jours et prochaines semaines, qui est un travail extrêmement important, dont je sais qu'ils font ce travail quotidiennement, mais vu ce qui semble être des défaillances extrêmement graves dans l'affaire que nous connaissons, il m'apparaît tout à fait nécessaire de rappeler non seulement mes instructions de politique pénale depuis mon arrivée à la Chancellerie, mais par ailleurs la façon dont ils devaient le faire, en confiance dans chacun de leurs ressorts. Je leur ai donc demandé pour le 14 juillet de recenser l'intégralité des plaintes qui sont à leur connaissance dans les parquets. Donc les procureurs généraux ont sous leur autorité les procureurs de la République. Donc pour tous les procureurs de la République, toutes les plaintes pour lesquelles une enquête a été ouverte et qui ne connaît pas soit d'informations judiciaires, soit de classement, mais pour lesquelles des actes d'enquête ne sont manifestement pas faits et surtout l'entente du mis en cause n'a pas été faite par les services de police judiciaire qui sont sous leur autorité. Comme je leur ai fait remarquer, je souhaite qu'ils se concentrent, vu le nombre important de ces plaintes, sur les plaintes qui sont à leur connaissance. On parlera ensuite des plaintes qui ne sont pas à leur connaissance, et pour lesquelles délit ou crime, c'est-à-dire attouchement, violence ou viol, crime sexuel sur mineurs, donc ça concerne bien les délits et les crimes, les mineurs qui ont porté les plaintes sont encore mineurs afin de les protéger, donc en priorité s'occuper des enfants puisqu'il peut y avoir des plaintes qu'on dépose pour des crimes qui touchent les mineurs, mais, vous le savez, soit prescrits, soit très largement après les faits. C'est d'abord l'urgence absolue, une mobilisation générale que je demande aux procureurs généraux. Et pour le 14 juillet au plus tard, je leur demande de faire cet état de lieux avec l'ensemble des parquets et des services enquêteurs sur leurs responsabilités. Après de longs échanges ce week-end avec monsieur le ministre de l'Intérieur, je remercie monsieur le ministre de l'Intérieur de prendre, avec la circulaire que je prendrai cet après-midi, qui va détailler ce que l'on demande à l'ensemble des parquets généraux et des procureurs de la République, le ministère de l'Intérieur va communiquer sur une instruction donnée aux services de police et de gendarmerie pour se mettre évidemment sous l'autorité des procureurs qui sont les chefs d'enquête de police judiciaire et pour prioriser ces plaintes dans un temps record que j'ai évoqué. À notre connaissance, ce chiffre est peut-être encore soumis à des découvertes, mais à notre connaissance, il y a 70 000 plaintes aujourd'hui en France, connues des procureurs de la République, pour lesquelles il y a une infraction délictuelle ou criminelle qui touche les mineurs. Donc je demande un état de fait, ressort par ressort, tribunal par tribunal, commune par commune, de toutes ces plaintes. Je recevrai ensuite, peut-être avant le 14 juillet, si certains procureurs généraux sont prêts, les procureurs généraux individuellement, soit en me rendant dans leur ressort pour rencontrer leurs équipes, soit en les recevant ici à la Chancellerie avant le 31 juillet. Donc j'aurai 3 à 4 rendez-vous par jour avec ces procureurs généraux et on fera le point, non pas sur les affaires individuelles que je n'ai pas à connaître et pour lesquelles je ne peux pas, en tant que garde des Sceaux, donner des instructions individuelles, vous le savez. En revanche, de connaître les défaillances ou les difficultés dans tel ou tel type de procédure. Y a-t-il d'autres affaires l'IADA en France? C'est la question qu'on peut légitimement tous se poser et que je demande aux procureurs généraux, aux procureurs de se poser. Et d'autre part, je vais voir avec eux si dans d'autres affaires qui n'ont rien à voir avec le process de l'affaire Liana, il y a des défaillances structurelles de la maison de justice ou de l'État en général, un manque d'experts psy par exemple, un manque de médecine légale par exemple, un manque de PJ par exemple, ou un manque d'enquêteurs spécialisés ou de personnes dans leurs tribunaux pour notamment les assistants de justice faire le travail par exemple. Ce bilan qui sera fait, donc ça veut dire qu'avant le 14 juillet, on a le recensement exact des plaintes et avant le 31 juillet, on sera capable, et je communiquerai ressort par ressort, tribunal par tribunal, mais surtout nationalement, sur l'état de ces plaintes et j'espère évidemment une accélération, conformément aux circulaires de politique pénale que j'ai prises depuis mon arrivée à la Chancellerie, des enquêtes qui sont sous l'autorité des procureurs de la République et qui sont ensuite soit classées,
soit confiée au juge du siège, dont il ne m'appartient pas d'apporter en opportunité une appréciation. Dans un second temps, mais seulement dans un second temps, nous allons travailler avec le ministère de l'Intérieur, et ça je pense que ce sera dans les semaines qui vont suivre, sur toutes les affaires qui ne concernent pas un process qui serait celui de l'affaire Liana. C'est-à-dire qu'il y a, vous le savez, à peu près 3 millions de plaintes, certains disent un peu plus, on ne sait pas exactement puisque ce sont des plaintes qui ne sont pas connues par la justice, qui ont été déposées par les Français. Il y a de tout, il y a des faits prescrits, il y a des vols à la roulotte, il y a des plaintes pour des tags, et puis il y a des affaires criminelles qui, sans doute, sont aujourd'hui enregistrées dans les plaintes des commissariats et des brigades de gendarmerie, mais qui ne sont pas encore remontées auprès des procureurs de la République. Et donc, évidemment, avec le ministre de l'Intérieur, en ce qui concerne particulièrement les violences sexuelles qui touchent les enfants, nous aurons, dans ce second temps, à travailler sur ces plaintes, nombreuses, bien sûr, qui doivent être prises le plus rapidement possible, si jamais elles n'ont pas été prises, puisque nos instructions répétées depuis plusieurs mois, c'est qu'effectivement, elles doivent remonter très rapidement. Et puis, il y a un troisième sujet, qui est l'objet d'ailleurs du texte que je défends dès cet après-midi en commission des lois de l'Assemblée nationale, après un vote du Sénat, qui est celui de l'audiencement, parce qu'il y a par ailleurs des milliers de procédures pour lesquelles les procureurs de la République et les enquêteurs ont fait leur travail, avec beaucoup d'abnégation et beaucoup d'énergie, pour prouver la culpabilité de quelqu'un et qui attend un jugement après une information judiciaire. Et comme vous le savez, les délais d'audiencement sont incompatibles avec une bonne justice. C'est l'objet de la matière de plaidé coupable que j'ai évoquée, de la refonte de la Cour criminelle avec la création de 60 cours criminelles supplémentaires, de la réforme des nullités ou encore de la généalogie génétique. Mais ça, c'est un autre sujet qui est celui de l'audiencement. J'ai redit ce matin aux procureurs généraux 2 choses très simples. D'abord, que nous attendions du ministère de la Justice comme de tous les services de l'État, et même si le ministère de la Justice est un ministère particulier où une partie de ses agents, les magistrats, ont un statut d'indépendance, qu'il assume, ce service public, les défaillances, les fautes lorsqu'il y en a, qu'il faut savoir se remettre en cause et qu'il faut dire la vérité aux Français, au Parlement, lorsque nous n'avons pas su protéger par des systèmes défaillants, par une trop grande lenteur ou par la non-application de directives, pas su protéger des enfants qui plus est, nous devons savoir le dire. Et que c'est, je crois, le rôle du ministre de la Justice, qui est, d'après la Constitution de la République, le supérieur hiérarchique des procureurs généraux et des procureurs de la République, que de pouvoir fixer des priorités de politique pénale et, lorsque ça ne va pas, de commander une inspection. J'attendrai le résultat de cette inspection dans 15 jours, qui concerne évidemment aussi la gendarmerie nationale et l'éducation nationale, pour éventuellement communiquer devant vous sur les sanctions éventuelles que je prendrai dans ce que nous pouvons considérer comme étant un terrible échec de l'action de l'État en général et de la justice, bien évidemment. D'abord, je leur ai donc dit qu'il fallait savoir, reconnaître, lorsque nous commettons des erreurs, des fautes qui entraînent le drame que nous connaissons. Par respect de la famille, bien évidemment, mais par respect de tous les Français, surtout par respect de la justice. Et l'idée qu'on se fait de la confiance qui doit exister entre notre population, notre peuple, et la justice qui rend des décisions en fonction et au nom du peuple français. Le deuxième point que j'ai évoqué, c'est la confiance que j'ai envers eux. Je suis ministre de la Justice depuis un petit peu plus d'1 an. J'ai eu l'occasion de voir, depuis plus d'1 an, à quel point les procureurs généraux, les procureurs, les magistrats qui sont sous l'autorité des procureurs de la République, à quel point leur travail est difficile, à quel point ils travaillent avec sérieux, ils ont eux aussi un cœur qui bat, et tous les magistrats essayent de faire, j'en suis sûr, leur travail le mieux possible. Et que c'est sur cette confiance, qui est celle de leur autorité hiérarchique, leur garde des Sceaux, qui leur permet d'avoir des moyens supplémentaires, bien évidemment, et chacun le constate, en recrutement, en moyens numériques, en moyens physiques, pour lesquels je me bats quotidiennement, comme j'ai toujours fait dans les ministères où j'étais en responsabilité. C'est aussi une confiance publique que je leur renouvelle à de très nombreuses reprises lorsqu'ils sont attaqués, y compris personnellement. Et je veux évidemment avoir des mots de condamnation extrêmement forts envers les magistrats, ceux de Auch, ceux de Toulouse, qui connaissent aujourd'hui des menaces de mort inacceptables. Bien sûr, votre serviteur est aussi considéré, mais je veux avant tout penser aux personnels qui sont sous mon autorité et leur dire que nous devons tous condamner le fait que la violence numérique, la violence physique est absolument inacceptable dans un État de droit
qui plus est lorsqu'elle concerne des personnes dépositaires de l'autorité publique que sont les magistrats, mais que nous devons, en nous appuyant sur cette confiance, pouvoir avoir la mobilisation générale que je demande dans les prochaines semaines pour que nous puissions faire la vérité des chiffres aux Français sur ce qui ne s'est pas bien passé dans l'affaire de l'IANA, mais sur ce qui se passe mal exactement ailleurs. Est-ce que l'affaire l'IANA est une affaire de défaillance ponctuelle? Est-ce que c'est un mauvais process mortel qui nous amène là où nous en sommes? Ou est-ce qu'il y a de façon plus systémique de très nombreuses affaires comme celle-ci dans les cours d'appel et dans les parquets en France? C'est l'inspection qui le dira et c'est le travail que font les procureurs généraux et je ferai toute la vérité sans rien cacher aux Français. Mais je veux assurer les magistrats qui sont sous mon autorité, non seulement de ma confiance, mais aussi de l'extrême attente que nous avons collectivement à ce qu'ils puissent, en plus de leur travail au quotidien, montrer que nous avons, avec les services enquêteurs de la gendarmerie et de la police sur qui nous comptons, à montrer que nous protégeons le plus possible, le maximum de ce que nous pouvons faire, tous les enfants de la République qui, malheureusement, connaissent des pédocriminels dont l'activité et dont l'action criminelle est parfois extrêmement recherchée, comme on le voit dans cette affaire, et pour lequel nous avons besoin de nous parler, d'agir vite et de ne pas considérer une plainte pour viol sur mineur comme n'importe quelle plainte. On doit la considérer comme une plainte absolument prioritaire qui nous permet extrêmement rapidement de mettre les enfants en protection, de pouvoir écarter de la société, lorsque c'est nécessaire, des personnes dont les preuves sont accablantes, pour protéger les autres enfants, quel que soit son département et quel que soit ce que nous connaissons de cette personne, qu'il ait ou qu'il n'ait pas des antécédents judiciaires. Donc, ce matin, j'ai rappelé l'exigence de vérité, notre exigence collective à ce que nous devons vérifier chacune de nos procédures et la confiance que j'ai dans mes procureurs généraux et procureurs de la République, une confiance qui est fondée sur la hiérarchie que prévoit la Constitution, mais qui est aussi fondée sur les instructions de politique pénale que j'ai demandées à plusieurs reprises. Je suis prêt, évidemment, à répondre à toutes vos questions. Je vous en prie. Bonjour, Monsieur le Ministre, Jacques Serret, Europe 1. Pourquoi n'avez-vous pas présenté votre démission? Depuis 2013, le garde des Sceaux ne peut pas donner d'instructions individuelles au parquet. C'est-à-dire que très concrètement, pour que les Français comprennent, je suis parfois interpellé, légalement, je reçois des lettres. Il m'arrive sur le marché de Tourcoing où je suis élu d'avoir des citoyens qui, bien sûr, me questionnent sur telle ou telle affaire qui a pu les interpeller, soit eux-mêmes, soit leur entourage. Parfois sur les réseaux sociaux où on me dit « prenez en considération tel ou tel drame qui me touche ou qui touche mon voisin ou ma voisine ». Je n'ai pas le droit, légalement, d'intervenir dans une instruction individuelle. Je n'ai même pas le droit d'appeler personnellement un procureur de la République pour lui demander de communiquer, d'orienter telle ou telle affaire ou lui demander des comptes. Je dois passer, c'est l'état de droit, et je m'en félicite, par la directrice des affaires criminelles et des grâces, en l'occurrence, qui passe par un procureur général, par exemple ici celui d'Agen ou celui de Toulouse, et qui remonte les faits d'une procédure, ce qu'on appelle une fiche d'action publique. Donc ce que je peux faire, c'est demander une information sur une affaire. Et je n'ai pas le droit d'intervenir individuellement. Pourquoi? Parce que les magistrats sont indépendants et responsables de chacune de leurs procédures. Le deuxième point, c'est que je peux, j'ai le droit de le faire, demander de prioriser ce qu'on appelle les circulaires politiques pénales générales. Je n'ai pas le droit de parler d'une affaire en particulier, mais j'ai le droit de dire en général, voilà comment vous devez traiter telle ou telle affaire. C'est ce que j'ai fait. 9 jours après mon arrivée en responsabilité ici, j'ai été nommé le jour de Noël, comme le gouvernement de M. Bayrou pour l'ensemble des ministres. 9 jours après, la première circulaire de politique pénale, et la seule, je n'ai pris que 2 depuis mon arrivée, des circulaires de politique pénale générale, je leur ai évoqué le fait que j'avais 2 priorités, le narcotrafic, je pense qu'on montre à quel point on a été, je crois, efficace avec les prisons de haute sécurité, le PNACO et l'ensemble des interventions, et les violences faites aux femmes et aux enfants. Donc, par nature, ça veut donc dire que je demande d'écarter en priorité 2, 3 et 4 toutes les autres. Les cambriolages, les vols à la tire, la diffamation, les questions d'escroquerie. J'aurais demandé de se concentrer sur ces 2 points. Est-ce que j'ai fait mon travail de garde des Sceaux? L'inspection le dira. Le Parlement est là pour le contrôler. Les médias peuvent en faire une discussion. En tout cas, j'essaie de réformer le ministère de la Justice. Et je crois que chacun sait qu'avec les armes qu'on donne au ministre de la Justice, c'est-à-dire des armes qui ne sont pas celles de tous les autres ministres, parce que le ministre de la Justice est quelqu'un de particulier, avec des agents qui sont des magistrats qui ont un statut d'indépendance, j'ai fait, je crois, dès le début de ma prise de fonction, de la priorité de ces affaires. J'ai même été interrogé par une commission d'enquête
Je vous renvoie aux attendus de cette commission d'enquête. J'ai reçu les félicitations de la présidente et du rapporteur de cette commission d'enquête, qui sont pourtant pas de la majorité auquel j'appartiens, pour dire que pour la première fois, si je veux dire, je mets des guillemets, nous mettons un mot dur sur le fait que nous n'écoutions pas assez la parole de l'enfant. Et je montrais les difficultés structurelles que nous avions, et j'essayais de pouvoir réorienter cela. Donc je pense, monsieur, pour être tout à fait clair avec vous, étant père d'enfant et me posant chaque jour la question de savoir si je suis à ma place. Ça fait maintenant 9 ans que je suis ministre et j'ai assumé des responsabilités. J'ai parfois présenté ma démission au président de la République lorsque j'ai pensé que ma responsabilité était en cause. Et je n'ai pas peur de me présenter devant le suffrage des électeurs, puisqu'à chaque fois je me présente devant le suffrage de mes électeurs. J'ai pensé que cette défaillance, ici, n'était une défaillance qui ne tenait pas aux instructions que le ministère a données. Mais je constate que je ne tiendrai pas mon rôle de ministre de la Justice. Et qu'à ce titre, en effet, la question de ma présence se poserait si je n'assumais pas mes responsabilités. C'est-à-dire si je n'allais pas à une chaîne de grande écoute présenter des excuses au nom de l'institution, parce que je pense que c'est normal et que c'est la moindre des choses que l'on doit de parler au nom des personnes qui sont sous votre autorité, même lorsqu'ils sont indépendants. J'ai pensé qu'il était normal de commander une inspection et la rendre publique, parce que, avouez-le, on ne fait pas toujours dans une affaire en cours. J'ai pensé qu'il était normal d'inviter les procureurs généraux en 48 heures de venir me rencontrer pour leur rappeler un certain nombre de choses que je leur avais déjà demandées et pour leur dire ce que je pensais important qu'ils entendent en toute franchise de la part de leur ministre, et de vous dire que s'il y a, après le rapport d'inspection, des défaillances qui sont mises en avant, comme je pense qu'il y en a, d'après ce que je sais, et j'ai accès aux fiches d'action publique, c'est-à-dire remontées aux procureurs généraux, je prendrai mes responsabilités et je proposerai des sanctions au Conseil supérieur de la magistrature, et comme je l'ai déjà dit, qui iront du blâme jusqu'à la révocation du haut magistrat, si c'est le cas. Et donc, je pense assumer mes responsabilités. On verra ce qu'en dira le Parlement. Et je pense, avec beaucoup d'énergie, que j'essaye, peut-être que je n'y arrive pas toujours, c'est vrai, mais j'essaye de réformer un ministère de la Justice qui a besoin de connaître ces réformes avec les moyens très importants que me donne le Président de la République. Alors d'abord, il y a un rapport d'inspection sous 15 jours, avouez que c'est très court, qui est en commun avec l'Éducation nationale et la Gendarmerie nationale. Donc il y a des responsabilités qui doivent être regardées de tous les bords de l'État. Il ne s'agit pas de parler que de la magistrature, mais il faut parler aussi des magistrats. Donc on va voir ce que dira cette inspection, qui est indépendante. D'ailleurs, ce sont des magistrats qui vont faire inspection pour leurs collègues. Bien évidemment, il ne s'agit pas de fonctionnaires auxquels j'aurais donné des consignes. Et le chef de l'inspection est un très grand magistrat à respecter, vous le savez, et d'ailleurs il est nommé après avis du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui garantit son indépendance. Deuxièmement, non, pour répondre à votre question, madame, il n'y a pas de pré-sanction dans ma tête, ni pour les personnes, ni sur le quantum des sanctions. D'abord parce que je déteste les effets de meute, et que par ailleurs, il est tout à fait normal qu'on prenne le temps, rapide, 15 jours, c'est vrai, pour regarder ce qui se passe. Troisièmement, il n'y a pas non plus de présomption de non-sanction par principe parce que ce seraient des magistrats et parce que ce serait difficile d'en sanctionner. D'ailleurs, avec le procureur général près de la Cour de cassation, qui est le chef, vous le savez, de la formation du parquet au CSM, nous rappelons, en tout cas depuis que je suis garde des Sceaux, mais même un petit peu avant, notamment sous Éric Dupond-Moretti, qu'il y a entre désormais 15 et 20 magistrats qui sont sanctionnés par an, et plusieurs révocations, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus magistrats à la suite de décisions du CSM sur proposition du ministre de la Justice, à la suite des sanctions. Peut-être qu'elles sont peu connues, mais les magistrats, c'est un petit corps, c'est désormais 9000 personnes, c'était 8000 il y a encore 5 ans, et elles sont, je crois, la proportion de ce qu'on attend d'une demande de sanctions lorsque le garde des Sceaux les propose. Donc je proposerai des sanctions si jamais il y avait des défaillances, quels que soient les magistrats qui ont pris les responsabilités de leur enquête, puisque l'indépendance ne va pas avec les responsabilités. Non, il n'y a pas de présanction déjà dans ma tête, mais non, il n'y a pas non plus zéro sanction, parce que je sais que ce sera difficile politiquement, ou parce qu'il y aurait une difficulté avec les syndicats de magistrats ou avec la magistrature. Je voudrais vous dire un point très important qui me paraît essentiel dans notre discussion. Le garde des Sceaux, il est en dehors de la presse. Il est informé de ce qui se passe dans les enquêtes.
Autant il ne peut pas donner de consignes individuelles aux magistrats, il n'en a pas le droit depuis 2013, autant il a ce qu'on appelle, vous le savez, des fiches d'action publique, il a le droit de demander aux procureurs généraux la remontée sur une affaire. J'ai mis 6 jours à communiquer sur l'affaire Liana. J'ai pris le temps d'avoir les remontées des procureurs généraux d'Agen et de Toulouse. Ce que j'ai lu dans ces remontées, par les procureurs généraux, dont les remontées d'informations sont prévues par la loi et par la Constitution, me font penser, indépendamment de ce qu'il peut être dit sur les plateaux télé ou dans les gazettes, qu'il y a eu un dysfonctionnement grave du service public de la justice. Parce que quand une dame vient avec sa petite fille, alors qu'elle a pu voir le médecin qui a montré qu'il y avait manifestement des liaisons anales compatibles avec un viol, et qu'un psy a pu confirmer que la petite fille, on pouvait la croire, si je résume l'affaire en quelques mots, et qu'on met 9 mois à ne pas placer quelqu'un en garde à vue ou à ne pas écouter cette personne, je me dis légitimement que notre service public de justice a dysfonctionné. Et le ministre de la Justice ne peut pas être le seul en France à ne pas pouvoir parler sur une affaire dont tout le monde parle. D'abord parce que j'ai des informations, deuxièmement parce que je suis le chef de cette administration, troisièmement parce que je suis le chef hiérarchique du parquet et que là, aucun juge du siège n'est intervenu, aucune décision dont on pourrait se dire que ce n'est pas normal de la contester, par exemple une décision de ne pas mettre quelqu'un en détention provisoire, par exemple une décision qui consisterait à libérer une personne de manière anticipée, aucune décision de justice au sens magistrat du siège n'est intervenu. Il s'agit là d'une affaire strictement propre au parquet et à la hiérarchie des circulaires de politique pénale que le garde des Sceaux a le droit d'exiger de sa chaîne hiérarchique. J'ai le droit, me semble-t-il, de pouvoir dire aux Français, il y a un ministre à la justice qui est conscient de ses responsabilités, qui constate, comme tous les Français, qu'il y a manifestement quelque chose qui ne tourne pas rond, qui a amené, c'est bien sûr le criminel qui est responsable de la mort de cette petite fille, mais qui a amené le service public de la justice et peut-être le service public des enquêteurs de la gendarmerie et peut-être d'autres services publics de l'État à ne pas faire tout ce qui était dans notre pouvoir pour protéger d'autres enfants. Et je crois savoir qu'il y a d'autres plaintes qui, depuis, sont déposées, ce qui montre que le sujet de la protection des enfants se posait pas simplement sur la petite Liana, et que oui, quand on est en responsabilité politique, quand on est ministre de la République, on doit pouvoir dire des choses aussi franchement que cela. Ça ne veut pas dire qu'on présume du rapport d'inspection, ça ne veut pas dire qu'on présume des sanctions, ça veut dire que je veux dire aux Français qu'il y a un ministre qui va assumer son rôle avec les informations qu'il a et avec le pouvoir qui est le sien constitutionnel à l'état de droit, ni plus ni moins. Monsieur le ministre, Léonard Attal pour TF1 LCI. Vous avez dit que ce n'était pas une question de moyens. Néanmoins, on a appris ces derniers jours, à la lumière de cette affaire, que la France fonctionne en sous-effectif en matière de procureurs par rapport aux autres pays de l'Union européenne. 3 pour 100 000 contre une moyenne de 12, 4 fois moins que dans la moyenne des pays de l'Union européenne. Y a-t-il besoin de plus de procureurs en France? Et puis on a aussi découvert, comme beaucoup de Français, que certains parquets fonctionnaient avec du papier dans la gestion de certaines affaires à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle. Comment vous l'expliquez? Alors, dans l'affaire extrêmement précise de la petite Liana, oui, ce n'est pas une question de moyens. Dans cette affaire précise-là. Et c'est celle-là qui nous réunit. Je suis heureux de voir une cinquantaine de journalistes à la chancellerie. Si je vous avais fait une conférence de presse sur les moyens, peut-être on aurait été moins nombreux. Donc, je prends conscience que d'abord, nous parlons de cette affaire précise. Donc, le président de la République a raison, et je veux évidemment le dire en tant que chef de mon administration, ce n'est pas une question de moyens qui a empêché la chancellerie, les services publics en général, de ne pas prendre des décisions dans ce cas précis. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Le parquet d'Auch a connu un renforcement de moyens en septembre dernier, suite notamment à l'interpellation des parlementaires, puisque un 4e magistrat est arrivé au mois de septembre dernier. Et par ailleurs, on s'aperçoit que le process est lent, et c'est plutôt cette lenteur qui est notre responsabilité, peut-être le manque de priorisation. Je ferme la parenthèse. Si on parle en général, parce que je ne veux pas me défiler non plus, le ministère de la Justice, structurellement, a un budget inférieur à tous les autres ministères de la justice dans le monde occidental qui nous entoure. Est-ce que le gouvernement, sous différents ministres de la Justice, sous l'autorité du président de la République, a essayé de répondre à cette question?
je pense qu'il serait extrêmement malhonnête de répondre non. Moi, je voudrais saluer le travail qu'a fait Éric Dupond-Moretti. Lorsque j'ai obtenu des moyens supplémentaires pour la police et la gendarmerie à l'intérieur, Éric Dupond-Moretti a obtenu la plus grande loi de programmation budgétaire de la justice et le plus grand recrutement de greffiers, de magistrats du siège et du parquet, jamais obtenu, puisqu'on est passé de 8000 magistrats à peu près 9500 en l'espace d'à peu près 4 ou 5 ans sous l'autorité d'Éric Dupond-Moretti. Donc nous rattrapons des années et des années de ce que M. Urvoas, dernier garde des Sceaux socialiste, M. Hollande, appelait la clochardisation de la justice. Donc en 2017, comme M. Urvoas est ministre de la Justice ici, lui-même dit que la justice est en voie de clochardisation. Au lendemain de M. Urvoas, c'est Mme Belloubet qui, la première, puis M. Dupond-Moretti ensuite, obtient ces moyens supplémentaires. Il en manque dans l'administration pénitentiaire, il en manque à la PJJ et il en manque dans l'autorité judiciaire. C'est incontestable. Ces moyens, ils sont au rendez-vous. Cette année, j'ai encore 700 millions d'euros de plus de crédit par rapport à l'année dernière. Et je suis, avec le ministère de la Défense, le seul ministère qui a connu, parce que maintenant c'est mon travail, après ce qu'a négocié Éric Dupond-Moretti, de tenir à l'euro près ce qu'il avait jadis obtenu. Former un magistrat, ça ne se fait pas en claquement de doigts. C'est entre 4 et 5 ans. S'il y a 10 ou 15 ans, tous ceux qui donnent des leçons sur les plateaux télé avaient accepté de lancer ces plans de formation, nous aurions ces magistrats aujourd'hui. Aujourd'hui, nous formons des super promos à l'École nationale de la magistrature, et là, nous envoyons 441 nouveaux magistrats, par exemple, en septembre prochain, dans les juridictions, après 4 ans de formation et de sélection. C'était 150 magistrats dans les années avant la programmation d'Éric Dupond-Moretti. L'effort, il est considérable. Est-ce que pour autant, il est arrêté? La réponse est non. Je me bats, et je continue à me battre pour augmenter ces moyens. Je suis le seul ministère qui ne connaît pas d'annulation de crédit. J'ai découvert dans la presse qu'il y avait des surgels et des dégels dans mon budget. Je constate que le Premier ministre, me l'a fait remarquer, n'avait pas pris de décision sur le budget du ministère de la Justice. Je lui fais absolument confiance et je me battrai pour une augmentation continuelle des moyens du ministère de la Justice, comme c'est prévu et comme le Président de la République nous l'a toujours confirmé. Après, vous posez une autre question qui est celle de... J'ai moi-même qualifié de préhistoire à plusieurs reprises, et vous m'avez entendu le dire, du numérique au ministère. Moi, monsieur, ça fait 9 ans que je suis ministre. Pendant 3 ans et demi, j'étais au ministère des Comptes publics. La préhistoire, je l'ai connue au ministère des Comptes publics. J'allais à une trésorerie, je rencontrais des Français qui remplissaient leurs feuilles d'impôt en papier. Nous avons fait une réforme extrêmement difficile, dont tout le monde pensait qu'elle serait impossible à faire, qui est la réforme administrative plébiscitée désormais, si j'en crois les sondages par les Français, l'impôt à la source. Vous avez tous déclaré vos revenus récemment, et vous avez vu à quel point les choses sont simples. On a numérisé totalement le ministère des Comptes publics, qui vous répond désormais en 24 heures quand vous avez une question, et qui, en baissant le nombre d'agents, on a supprimé quasiment 15 000 agents à la Direction générale des finances publiques à la suite de ce genre de réforme. Non seulement il y a moins de personnes, mais par ailleurs, c'est une administration qui fonctionne, je crois, le mieux de toutes les administrations. En 3 ans, j'ai réussi à faire l'impôt à la source avec des agents des finances publiques extrêmement efficaces. On a supprimé le papier. Au ministère de l'Intérieur, quand je suis arrivé, vous deviez déposer des plaintes, et même faire des plaintes pour des choses toutes bêtes. Par exemple, vous arrayez votre voiture et que c'est une voiture de commercial et vous devez déposer plainte, ou vous avez perdu votre portable et votre assurance vous demande, ou votre entité, une plainte. Avant, il fallait se déplacer dans les commissariats et les brigades de gendarmerie, avec une déclaration papier. On a mis en place la pré-plainte, puis la plainte en ligne. Quand vous étiez en train de conduire, vous ne connaissiez pas vos nombres de points. Votre permis, c'était objectivement n'importe quoi. Votre grand-mère perdait beaucoup de points, parce que le nombre de grand-mères qui perdaient des points était hallucinant en France, puisque tout le monde trichait quasiment sur cette histoire. On a fait la carte d'identité numérique, on a fait la carte le permis de conduire numérique. Vous recevez vos points sur monpermis.fr et vous pouvez déposer des plaintes sans jamais vous déplacer de votre fauteuil au commissariat ou à la brigade de gendarmerie. Donc je vois bien ce que c'est, quand j'arrive dans un ministère, de voir les difficultés numériques que j'ai connues précédemment. Vous me dites, on est au XXIe siècle, comment on envoie encore en papier entre deux parquets? Vous avez parfaitement raison. Alors, nous devons continuer ce qu'on appelle la procédure pénale numérique. Je constate que les tribunaux de Auch et de Toulouse ont déployé cette procédure pénale numérique, c'est-à-dire le lien entre les enquêteurs et les services judiciaires. Simplement, jusqu'à présent, ça a été déployé dans les délits. Donc, en l'occurrence, c'est ce qui explique que là, pour le coup, la question, c'est un crime. Et donc, il faut déployer la version pour les crimes. Ça met du temps. J'ai mis 3 ans à faire l'impôt à la source. On met du temps à faire ce genre de choses. En l'occurrence, si je peux me permettre, si bien sûr on a à réfléchir sur les applicatifs du ministère de la Justice et la numérisation,
c'était pas très compliqué de passer un petit coup de fil ou d'envoyer un petit mail pour dire je vous envoie quelque chose en urgence entre deux tribunaux qui sont séparés d'une heure et demie de route. Donc il y a aussi peut-être le bon sens et la priorisation qu'on demande à un certain nombre de personnes. Mais pour répondre à votre question plus générale, en effet, nous passons de la préhistoire au temps moderne numérique, surtout que l'IA nous mord les mollets ici au ministère de la Justice, pour améliorer le process. Mais en octobre prochain, la vie fait que tout est bousculé, les Français vont connaître un portail du justiciable, sur lequel je travaille depuis un an, où tous les Français pourront voir où en est son divorce, où en est sa plainte, sans jamais passer par un intermédiaire ou par un bout de papier qu'il reçoit par la poste. On met du temps à numériser. Effectivement, le ministère de la Justice, je l'ai fait au compte public, je l'ai fait à l'intérieur, je le ferai ici. Bonjour Monsieur le Ministre, Martin Baumer pour France Télévisions. On comprend qu'il y a probablement, peut-être on le verra avec l'inspection, des réponses structurelles à apporter aussi. Il y a une proposition de loi qui a été déposée il y a un moment à l'Assemblée nationale pour lutter contre les violences sexuelles, notamment faites aux femmes et aux enfants. Deux questions, est-ce que d'abord vous soutenez, vous, cette proposition de loi ? Et par ailleurs, si vous la soutenez, est-ce que vous êtes prêt à soutenir aussi son inscription à l'ordre du jour le plus rapidement possible ? Merci. Alors oui, j'ai entendu les très nombreuses propositions. Je pense à la députée Santiago, à la députée Goulet, par exemple, ou à la députée Petit, qui aujourd'hui est présidente de la commission d'enquête. Et j'ai déjà dit dans la commission d'enquête que j'étais favorable aux évolutions législatives. J'ai même dit, je pense, le premier garde des Sceaux à le dire, que je suis favorable à l'imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs. Donc je suis favorable. Mais en l'occurrence, dans l'affaire stricto sensu qui nous concerne, on n'avait pas besoin de loi nouvelle. J'entends toutes les questions qui se posent du dysfonctionnement de la justice. Et il y en a. Des manques de moyens, des manques de modernisation numérique, des manques de formation, des manques de législation. Mais dans le cas très précis, on verra ce que dira en effet le rapport d'inspection, il ne nous a pas manqué ni de moyens, ni de loi. Il nous a manqué de prioriser des viols sur les mineurs, qui avait pourtant été dit et redit. Voilà ce qui nous a manqué. La question qui se pose, c'est celle que vous posez, monsieur, et je l'ai dit dès le début, et c'est ce qu'on a convenu avec les procureurs généraux. Est-ce que c'est structurel, comme un certain nombre de commentateurs semblent dire, ou est-ce que ce sont des cas isolés qu'il faut absolument dénoncer, pour lesquels il faut prendre des sanctions, et par ailleurs regarder s'il n'y en a pas d'autres. Et là, on en tirera des conclusions, évidemment, dans 15 jours, 3 semaines, lorsqu'on aura ce retour. Non seulement l'inspection, mais des rapports que j'ai demandés à tous les procureurs généraux. Mais dans le cas très précis, si je suis d'accord et favorable aux évolutions législatives, si je demande davantage de moyens pour mon ministère, comme l'a toujours fait le président de la République, dans le cas très précis, ce n'est ni une nouvelle loi, ni des moyens supplémentaires qui nous auraient sans doute empêchés de répondre différemment à ce drame. Marie-Amélie Lombard, L'Opinion. Ça fonctionne. Deux candidats à la présidentielle, Bruno Retailleau et Édouard Philippe, parlent de la responsabilité des juges. Bruno Retailleau dit qu'il faut une autre structure, une cour pour les juges, en plus du Conseil supérieur de la magistrature. Édouard Philippe parle de la syndicalisation et dit qu'il faut mettre fin à la syndicalisation des magistrats. Qu'en pensez-vous ? J'en pense que je vais me concentrer sur pourquoi je suis en responsabilité, c'est-à-dire de faire fonctionner la chaîne hiérarchique du parquet. La question de la syndicalisation de la magistrature, comme de la façon dont les gens sont sanctionnés, c'est des questions très intéressantes qui relèvent des candidats à l'élection présidentielle. Je respecte les opinions de chacune et de chacun. Simplement, ça n'aurait, là, dans le cas précis, pas changé grand-chose. Puisque moi, mon sujet, c'est comment il n'y a plus d'autres affaires l'IANA. Ça ne veut pas dire que je méprise les autres questions, ça veut dire que c'est déjà assez de travail. Et je pense que les Français se diraient quel drôle de ministre qui donne son opinion politique sur des sujets qui va toucher manifestement des candidats présidentiels dont je ne suis pas, alors que j'ai encore 1 an à faire ici, au moins, je l'espère, pour pouvoir résoudre, ici et maintenant, les problèmes que se posent les Français qui ont peur pour leurs enfants, et je les comprends parfaitement. Ce n'est pas un problème de syndicalisation qui, pour l'instant, a empêché, me semble-t-il, les magistrats du parquet, les enquêteurs de la gendarmerie ou l'éducation nationale de faire fonctionner mes circulaires de politique pénale, même si je peux m'étonner de quelques expressions syndicales parfois lorsqu'on évoque un certain nombre de choses très concrètes. Par exemple, quand quelqu'un fait une faute, il faut le sanctionner. Je pense que ça arrive chez les chirurgiens, je pense que ça arrive chez les journalistes, je pense que ça arrive chez les hommes politiques, à la Cour de justice de la République, on est sanctionné. Ça arrive chez les policiers, chez les gendarmes, j'en ai sanctionné beaucoup. Les magistrats doivent pouvoir être sanctionnés quand ils font des fautes. Et d'ailleurs, ils le sont. Et deuxième sujet, je ne pense pas, en tout cas je n'ai pas eu à constater, depuis que je suis garde des Sceaux,
que le Conseil supérieur de la magistrature ne suivait pas les demandes de sanctions que j'ai eu l'occasion de formuler. Donc, c'est en effet un test intéressant pour notre État de droit et pour le ministère de la Justice, pour savoir si les moyens d'État de droit actuels nous permettent de répondre à la demande du peuple français au nom de qui la justice est rendue. Moi, j'ai confiance dans l'action du Conseil supérieur de la magistrature pour, si jamais je lui proposais des sanctions, de les étudier et de donner son avis comme il l'a toujours fait. Et j'ai confiance dans tous les magistrats de mon pays de comprendre que, en ce qui concerne le parquet, je ne veux pas me mêler du siège puisque constitutionnellement je n'ai pas à m'en mêler, ils comprennent qu'il y a un chef, que ce chef, c'est le ministre de la Justice, qui, dans un État démocratique, doit, comme tout le monde, comme eux, rendre des comptes quand on leur pose la question de savoir ce qu'ils font des deniers publics et comment ils exercent leurs responsabilités. C'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'État de droit, c'est aussi rendre des comptes quand on est, et c'est tout à fait normal, mis en question sur son engagement professionnel. Et donc, pour répondre à votre question, moi, j'essaye très concrètement de me poser des questions qui auraient permis de résoudre l'affaire Liana. Et je ne crois pas qu'en l'occurrence, même si je respecte les débats lancés par M. Retailleau et par M. Philippe, ce n'est pas en lien direct avec les défaillances que j'ai pu constater et que je pense beaucoup de gens constatent. Monsieur le ministre, Mathieu Deves pour CNews, vous demandez de réexaminer 70 000 plaintes qui touchent les enfants en un peu plus d'un mois. Est-ce vraiment possible sans saturer encore plus les parquets? Ben, c'est des procédures qui sont ouvertes. Donc les parquets sont en train de s'en occuper, puisque tout le monde, en tout cas tout le monde, les échanges que j'ai eus ce matin avec les procureurs généraux, où je m'inquiétais légitimement de savoir si mes instructions étaient suivies, ils m'ont répondu, Monsieur le Président de la conférence des procureurs généraux, que j'ai eu d'ailleurs hier au téléphone, comme Monsieur le Président de la conférence des procureurs de la République, et les procureurs généraux, on a eu un long échange, quasiment 3 heures. Ils m'ont répondu que ne vous inquiétez pas, Monsieur le Ministre, nous avons parfaitement conscience de vos consignes et nous les appliquons. Donc, puisqu'on s'en occupe déjà, je demande juste de, et c'est normal, de revérifier. J'ai dit à mesdames et messieurs les procureurs généraux qu'ils sont eux-mêmes responsables de quelque chose, puisqu'ils sont chefs de leur parquet général. Si un dysfonctionnement, une défaillance, ce qui peut arriver, c'est la justice des hommes, arrive, alors qu'ils ont donné des consignes qui étaient inverses, ils réuniraient légitimement leurs collaborateurs sous leur autorité, diraient « Est-ce que vous appliquez bien mes consignes ?» Leur parquetier, leurs collaborateurs diraient « Bien sûr, monsieur le procureur général », et vu le drame, la mort, le viol et la mort d'une petite fille dans des conditions absolument atroces, ils diraient « On va quand même revérifier ». Eh bien, c'est ce qu'on va faire, on va revérifier. Donc, en tout cas, je ne vois pas dans quel monde je serais où, après avoir pensé que mes circulaires de politique pénale étaient appliquées partout, constater qu'il y a au moins un fait, un moment où ça n'a pas été appliqué, je n'en tirerai aucune conclusion et je dirais rentrez chez vous, tout va très bien, les Français ne se posent aucune question sur leur justice et on va continuer business as usual. Ma responsabilité, c'est de dire que même si on doit passer du temps, même si on doit réclamer peut-être demain ou après-demain des moyens, même si on constate peut-être une embolisation, c'est de faire la vérité sur ces chiffres. Moi d'ailleurs, je vais vous dire, monsieur, si je pense qu'il n'y a pas un magistrat, il n'y a pas un agent du ministère de la Justice, et au fond, je pense qu'il n'y a pas un Français qui n'a pas le cœur serré devant ce drame ignoble. Il y a des moments où la vie fait rencontrer l'ignoble à des familles, et on n'y peut pas grand-chose. Et il y a des moments où on peut se dire légitimement, on aurait pu faire les choses autrement. Et un responsable politique, c'est de pouvoir se le dire à soi-même, sans remettre en cause, et remettre en cause aussi ses process, ses organisations, même si ça bouscule un peu. Et donc, si effectivement on constate que ça demande trop de travail, qu'il y a peut-être plus que ces 70 000 plaintes, on va peut-être s'apercevoir qu'il y en a beaucoup plus, notamment celles qui sont dans les services de police et de gendarmerie, et qu'on n'a pas su remonter au parquet par manque de moyens, peut-être. Eh bien, on le verra. Mais dans le cas très précis, je voudrais savoir si toutes les enquêtes ouvertes, comme dans l'affaire Liana, sont traitées, soit comme l'affaire Liana, soit, comme je l'espère, comme elles sont traitées normalement, comme je l'ai demandé, c'est-à-dire extrêmement rapidement, avec, si possible, sous l'autorité individuelle de chaque magistrat, qu'on entende les mises en cause, qu'on le mette en garde à vue, et quand il y a des moments, des suspicions extrêmement graves, qu'on puisse le placer en détention provisoire. Ce que les Français doivent comprendre, et ce qui est difficile à comprendre, c'est que les magistrats, ils croient la parole des victimes. Simplement, leur travail, c'est de prouver la culpabilité de ces personnes. Ce n'est pas la même affaire, monsieur,
quand quelqu'un vient dire « j'ai connu tel crime » et que rien ne corrobore cette parole, ça ne veut pas dire que cette personne ment, c'est-à-dire que rien ne corrobore cette parole. Et quelqu'un qui vient dire « j'ai connu un crime » et un médecin prouve que c'est vrai, un expert psychiatre, psy, montre que c'est vrai, les enquêteurs démontrent que c'est vrai, et on connaît l'auteur qui est déjà connu des services de police et de justice. C'est pas la même procédure, c'est pas la même enquête. Devant ces faits, qui est grosso modo l'affaire de la plainte d'août 2025, légitimement, nous pouvons tous nous demander, et le ministre en premier, pourquoi cette personne n'a pas été entendue et mise en garde à vue. Voilà, et c'est la question simplement que les Français se posent et je pose. Et je vais répéter une chose très simple, ce que j'ai dit ce matin, mesdames et messieurs les procureurs généraux, les agents du ministère de la Justice, le ministre et les procureurs généraux ne peuvent pas être les seuls en France à ne pas se poser cette question. On doit se la poser, on doit se remettre en cause, on doit distinguer le bon grain de l'ivraie, on doit regarder ce qui relève de la défaillance professionnelle et ce qui relève du problème systémique, on doit corriger les deux, des sanctions pour les premiers s'il doit y en avoir, des transformations plus profondes s'il doit y en avoir. En l'occurrence, il me semble que c'est un moment extrêmement important, que nous devons d'ailleurs à la souffrance de la famille, qui ne ramènera pas leur fille, moi j'en ai parfaitement conscience, mais par ailleurs qui permettent d'éviter bien d'autres problèmes. Bien, mesdames, messieurs, je vous remercie beaucoup de votre présence.